Soraya Piana une concession et Monsieur Massaro une autre concession pour obtenir le marché public. Ici, je reste dans les contrats judiciaires qui lient votre guide tribunal au parti. Et les contrats judiciaires dit expressis verbis ce qui suit. Que M. Sami Jamal aurait corrompu par intermédiaire, par personne interposée, M. Kamere pour obtenir le marché des maisons préfabriquées. D'abord de 1500 et puis de l'ordre de 3000 maisons. Mais votre honneur, monsieur le président, vous remarquerez ici que les dates qui se trouvent être dans le contrat judiciaire jouera un rôle très important, en ceci que pour Madame Soraya, la concession a été octroyée en date du 23 janvier 2019 et à cette date-là, vous remarquerez que, ou vous êtes d'accord avec moi, que M. Kamere n'était pas encore directeur du cabinet du chef de l'État. Ainsi, il est pratiquement impossible de dire que M. Jamal aurait octroyé cette concession pour obtenir un marché public. À moins que l'on me dise ici que M. Jamal est de la lignée de Nostradamus qui sait prédire l'avenir. Pour ce qui est de M. Soraya, alors que M. Jamal a déjà obtenu le marché et même obtenu paiement pour ce travail, le 25 avril, il aurait acheté, toujours par personne intermédiaire, une maison à M. Kamere, et tout ça pour avoir un marché qu'il a déjà préalablement gagné. Vous remarquerez que c'est encore de l'impossible. On ne peut pas chercher à gagner un marché qu'on a déjà gagné et qu'on a déjà reçu paiement. Ainsi, vous direz, en fait, comme en droit, cette infraction de corruption non établie. Et vous ferez œuvre utile, j'ai dit. Oui, c'est fini. Oui, Monsieur le Président, nous avons voulu surenchérir sur certains éléments qui n'ont pas été abordés par les confrères qui m'ont précédé. Et en revenant notamment sur la question du détournement, nous allons essayer d'aller un peu plus rapidement et de n'évoquer que les éléments les plus importants. Par rapport au détournement des deniers publics, il a été évoqué que M. Jamal, par l'entremise de la société Samibo, aurait détourné la somme de 48 831 148 en coactivité avec M. Kamere. Nous avons juste voulu relever le fait que nous avions un souci d'ordre juridique dans la mesure où il a été réclamé la somme de 48 148 dollars. Et lorsque le ministère public évoque le montant de 48 millions qui ont été détournés, il n'évoque que la commande. D'où l'intérêt de la partie Samibo, de la partie Jamal, qui est gérant de la société Samibo, qui avait évoqué le besoin d'une descente sur les lieux. Mais nous sommes contents, comme vous êtes édifiés, dans la mesure où, par votre clairvoyance,
je suppose que vous êtes d'accord avec nous qu'il existe des maisons préfabriquées qui ont été érigées non seulement sur le terrain du camp Tchachi et effectivement à l'intérieur du pays. Alors nous posons la question, par quel intérêt le ministère public n'a-t-il pas eu l'idée de pouvoir évaluer toutes les dépenses qu'avait effectuées M. Samibo pour ne retenir que le Garbantou? À partir de ce moment, ce précepte-là pose problème. Et lorsqu'il parle du détournement, il parle de leur... Il considère que M. Samibo serait co-auteur. Mais lorsqu'il se met à expliquer, c'est ce qui nous a laissé sur notre soif, il donne des éléments de la complicité, alors qu'il lit des éléments de la coactivité. Alors ça nous laisse un peu perplexes et nous avons voulu réfléchir ensemble avec les partis qui sont présents. Comment peut-on considérer M. Jamal comme étant un co-auteur lorsqu'il n'est pas fonctionnaire? Et lorsqu'on évoque les éléments de la coactivité qu'a lu le ministère public. Nous avons considéré d'autre part que M. Jamal ne peut pas être un co-auteur pour la simple raison que c'est un commerçant qui fait son travail, c'est lui du commerce. Que, à ce propos, la loi est assez explicite par rapport aux éléments constructifs d'un détournement de deniers publics et dans ces conditions. Et parmi les conditions, il estime qu'il faut une détention préalable des biens détournés. Là, cet élément pose un problème. M. Jamal est un commerçant. Il reçoit paiement de 57 millions de dollars. Peut-on considérer que c'est de l'argent qu'on lui a donné pour détenir ou pour exécuter un contrat? À partir du moment où cet argent est considéré comme la suite d'un contrat signé et que celui-ci a pour obligation d'exécuter un contrat, nous nous posons la question, dans quel sens celui-ci peut-il être considéré comme un co-auteur, parce qu'il n'a aucun pouvoir de coaction, parce que nous voyons les personnes qui ont sorti l'argent, les personnes qui ont décidé d'être en liberté, personnes qui auraient pu être considérées comme étant des co-auteurs. Et nous disons de notre part que celui-ci est un commerçant. On nous pose la question de savoir quel pourrait être l'acte incriminé comme élément à ajouter par rapport à la question de la détention préalable des biens détournés. On nous dit qu'il faudrait que l'argent qui a été décaissé ait été décaissé entre les mains d'un fonctionnaire. Que cet argent soit détourné à un usage ou à une fin qui ne leur a été pas assignée par le pouvoir public. Cela aussi pose un problème. Est-ce que peut-on considérer que l'argent ou la possession de l'argent par M. Jamal, gérant de la société Samigo, et utiliser de l'argent à ses propres fins dans la mesure où il exécutait un contrat? Cela pose un problème par rapport à la question de l'acte incriminé. Expliquer tout au long de l'instruction qu'il a fait des commandes et qu'il a payé des travailleurs, il a payé le transport des produits qui ont été commandés en Turquie. Plusieurs dépenses ont été effectuées, notamment les charges par rapport à l'étude du lieu du site. Les sociétés qui devaient fabriquer le soubassement comment on appelle ça, des fondations de différentes maisons qui auraient dû être érigées, ça veut dire que M. Jamal a exécuté un contrat en prévision de ce qui avait été retenu
dans les bénéfices de l'État congolais. C'est pour ça que ça nous pose un problème de moralité, en se demandant si la partie civile devait être effectivement l'État congolais. Parce qu'en ce moment, l'État congolais qui se dit être victime, et en même temps bénéficier de tous les actes que repose M. Jamal par Samibo, parce qu'aujourd'hui, l'État congolais a au moins 300 maisons érigées en ce moment. Peut-il se considérer comme étant une victime, une personne qui est bénéficiaire des biens dont elle est en train de réclamer. Donc nous considérons que l'État congolais devait être considéré comme un civilement responsable, d'autant plus qu'il y a des personnes détentrices, qui étaient détentrices et détentrices du pouvoir public, qui ont eu à poser des actes au nom de l'État congolais. Donc à ce moment, l'État congolais ne peut pas se prévaloir d'être une victime, à partir du moment où elle était au courant par ses préposés de tous les actes qui ont été posés. Donc elle devrait être considérée comme une partie civilement responsable. Nous disons non, dans la mesure où tous les paiements qui ont été effectués à l'extérieur n'ont été que dans l'intérêt du gouvernement congolais pour l'acquisition des maisons préfabriquées qui devaient être érigées ici en République démocratique du Congo. Donc à partir de ce moment, on ne peut pas parler d'un profit direct ou indirect de la part de M. Jamal, parce qu'il n'a fait qu'exécuter son contrat. Et à la question de savoir, parce que si on doit parler du blanchissement de capitaux, l'origine des montants doit être délictueux. Le fait d'avoir payé M. Samibo 57 millions destinés à pouvoir exécuter un contrat, fait-il de ce montant de 57 millions un montant issu d'un délit? Nous ne pensons pas. Parce que le gouvernement congolais a payé en connaissance de cause et dans la volonté de pouvoir exécuter un contrat. À partir de ce moment où le détournement n'existe pas encore, nous pouvons considérer à juste titre qu'on ne peut pas évoquer la question du blanchiment des capitaux parce que l'origine délictueuse n'existe pas. Et en allant rapidement, en parlant de la corruption qui a été reprochée à M. Jamal, il lui a été évoqué la corruption à partir d'une session qu'il aurait effectuée. Il l'a précisé à M. Massaro en date du 23 juin 2019. Bon, pour ne pas revenir sur ce qui avait été dit, en allant rapidement, nous allons parler de la notion du pacte de corruption qu'a évoqué mes confrères qui m'ont précédé, en sachant qu'il se pose un sérieux problème, parce que on ne peut pas parler de corruption si la notion de pacte de corruption n'a pas été évoquée effectivement. Et la notion de pacte de corruption stipule que cette notion de l'infraction de corruption doit être caractérisée, ne peut pas être caractérisée si la convention passée entre le corrupteur et le corrompu a précédé l'acte ou l'abstention qu'elle avait pour objet de rémunérer. Il ressort du constat qu'au moment où cette session a été effectuée entre M. Jamal et M. Massaro, M. Vital Kamerhe n'était pas directeur de cabinet. À partir du moment où il n'était pas directeur de cabinet, il se pose un problème par rapport à l'infraction de corruption d'un fonctionnaire ou d'un assimilé. Parce qu'en ce moment, il n'est pas encore fonctionnaire. Donc, si on peut considérer qu'il y a eu session, M. Kamerhe n'étant pas un fonctionnaire à la date du 23 janvier ou un assimilé, cette infraction ne peut pas être retenue à charge de M. Samibo. Et il se pose aussi la question de la notion de l'adhésion préalable. Cette notion est assez importante dans la mesure où elle stigmatise le fait que lorsque cette infraction se pose, il est considéré que la personne qui est corrompue doit être détentrice de ce pouvoir dont elle peut évoquer.
Or, en ce moment, M. Kamere n'était qu'un simple citoyen comme tout le monde. À partir de ce moment où M. Kamere était un simple citoyen comme tout le monde, on ne peut pas retenir l'infraction de corruption du 23 janvier 2019. Et je peux sauter et la notion, dans la question de la corruption du 25 janvier 2019, toujours à charge de M. Jamal, où il a évoqué que le 25 avril, il aurait fait une autre fiction. Mais en revenant par rapport aux faits, nous avons voulu faire remarquer que cette session intervient le 25 avril 2019. M. Jamal dit avoir payé un terrain et l'avoir cédé. M. Massaro dit l'avoir acheté. Quel que soit, quand on prend le contexte. Directement, nous rentrons dans une question qui nous pose problème parce qu'à partir du moment où le ministère public qui a un problème et la partie civile qui pose un autre problème, nous constatons qu'on ne nous apporte aucune preuve des éléments évoqués, mais qu'on réfère plutôt par une réflexion considérée comme une réflexion par analogie. Alors nous posons la question de savoir, est-ce qu'en matière pénale, peut-on considérer une réflexion par analogie? Si M. Jamal cède un bien au petit frère de Kamere, automatiquement, ce bien doit revenir à Kamere. Ça, c'est une réflexion par analogie. Donc nous considérons que cette réflexion par analogie, en matière de droit, ne peut exister. Autre part, lorsque la session s'effectue en avril 2019, M. Jamal a déjà été payé de 57 millions. Nous nous posons la question, quel serait l'intérêt de M. Jamal qui a 57 millions à considérer que, lorsqu'on prend les premiers éléments de poursuite qui sont les détournements, à considérer que M. Kamere a déjà 57 millions. À considérer. On ne dit pas que c'est cela. À considérer qu'il a 57 millions. Donc nous considérons que M. Kamere est un assoiffé qui, en plus de 57 millions, où il peut se payer plus de 5700 terrains pareils à celui de M. Jamal, va aller suivre un terrain de 100 000 $, qui a été donné du reste au moment où il n'avait plus aucun million. Ayant déjà perçu les 57 millions, et ayant déjà commencé à percevoir les 2 millions avec Ousmane, intérêt. Nous disons, en tant que commerçants, il y avait un contrat et l'État congolais a payé. N'en déplaise à la partie civile, au ministère public, qui revient sous la notion de la validité de l'existence d'une société, parce que l'État congolais a oublié qu'en signant ou en ratifiant le code de Ouada, il connaît les conséquences d'une société qui porte en son sein des actes de nullité. Ce n'est pas me dire que cette société n'existe pas. Même une société qui n'existe pas, qui pose des actes, elle est considérée comme une société de fait. À partir du moment où l'État congolais, avec tous les ministères de contrôle, a pour excuse de monsieur assez courtois comme le ministre Yab, qui paye alors qu'il a un pouvoir de contrôle, du gouverneur qui paye alors qu'il a un pouvoir de contrôle, nous nous posons la question de savoir si, en ce moment-là, M. Jamal, pour revenir à M. Jamal, s'il avait un intérêt à pouvoir corrompre M. Kamere par un terrain de 100 000 $, alors que celui-ci avait déjà obtenu le contrat et était en pleine exécution de ce contrat. Et nous estimons par ailleurs que cela n'avait aucun intérêt. Parce que à partir de ce moment, les pactes de corruption ou l'adhésion à ce contrat ne peut être retenu, ni encore l'adhésion préalable ne peut être considérée comme ayant été
à la base même de la corruption. Et pour terminer, assez rapidement, pour ne pas abuser du temps, alors pour terminer, nous avions juste voulu rappeler assez rapidement, parce que nous avons essayé de prendre à profit les 2 heures qui nous ont été accordées. Et pour terminer, nous considérons à juste titre que les infractions qui ont été retenues à charge de M. Jamal seront considérées par le tribunal comme non établies, parce qu'à partir du moment où, lorsque on évoque le document de 48 millions, cela n'est fait sur aucune base de calcul qui pourrait apporter votre conviction, à partir du moment où vous savez que M. Jamal a effectué des dépenses, plusieurs dépenses, a effectué des achats, pour lesquels même les éléments ont été évoqués et par le ministère public et par la partie civile. Vous direz des infractions non établies à sa charge et vous allez acquitter de toute poursuite et vous le libérez parce que M. Jamal n'est que une personne qui a, par l'entremise des sociétés, voulu rendre service à l'État congolais et en construisant des maisons préfabriquées pour lesquelles l'État congolais a donné son cutus. Nous avons dit. Merci. Merci, votre honneur. Je tiens à rappeler que il a été évoqué par mes prédécesseurs sur certaines exceptions auxquelles la beauté de l'art voudrait que votre tribunal puisse répondre avant que nous puissions aborder d'autres aspects. Et malheureusement, ça a été farouchement opposé à refus. Et nous allons revenir à cette gymnastique, espérant que votre tribunal pourra toutefois réagir et nous permettre d'avancer. Votre honneur, il a été dit par rapport à la violation de l'article 19. Vous allez revenir sur les moyens qui ont été développés. S'il vous plaît, votre honneur. Je reviens par l'évolution, non? J'évolue, votre honneur. Ce qui a été dit, a été dit. On va faire de l'édit. L'article 19 violé, tel que présenté par certains des prédécesseurs, votre honneur, de la Constitution, je répète, cet article voudrait à ce que toute personne puisse être présentée devant le juge naturel, son juge naturel. Mais on a constaté bizarrement que M. Jamal, présenté devant un magistrat, non de son ressort, et je rappelle que la répartition, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est la loi. S'il vous plaît. Oui, votre honneur. Mais utilisez le temps qu'on vous a donné, je crois, à bon escient. C'est ce que je suis en train de faire, votre honneur. Suivez. La conséquence... Suivez, s'il vous plaît. Suivez d'abord, non? Mais ça vous servirait à quoi de reprendre ce qui a été dit par vos confrères? C'est mieux d'évoluer. Utilisez votre temps utilement. Pas reprendre ce qui a été brillamment exposé. Allez-y. La conséquence voulue par la loi par rapport à l'article 162 de la Constitution, c'est que votre tribunal puisse surseoir afin de vider par rapport à cette inconstitutionnalité. Et je le dis, et si je peux reprendre les termes de la Constitution, dirais-je au tout dernier numéro, l'article 162, excusez-moi, le tout dernier linéaire dit ceci, dirais-je, je prends tout l'article dans son ensemble. La Cour constitutionnelle est le juge de l'exception de l'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité, invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci sursoit à statuer et saisit toute affaire cessante la Cour constitutionnelle. Votre honneur, l'exception d'inconstitutionnalité a été prouvée par devant vous, votre honneur. Et la conséquence voulue par la loi, c'est que vous puissiez sursoir.
et permettre les juges de la constitutionnalité d'établir sur cette exception. Puisque votre tribunal a passé au revers de la main, et cela nous contraint d'avancer, que de revenir sur soi, nous espérons au moins, peut-être en dernier, lorsque le tribunal va se retirer, pourra établir sur cette, dirais-je, sur soi, et permettre à ce que la Constitution soit respectée dans son ensemble. En ce qui concerne la partie civile, votre honneur, il a été présenté ici certaines personnes constituées partie civile dont on ne voit même pas brandir les mandats. On se demande qui est partie civile. La République, c'est vague. Et la République a consulté qui et comment. Si le tribunal peut nous aider au moins d'entrer en possession avec le mandat qui permet à ce que certains des honorés confrères puissent se constituer partie civile. Donc on a refusé le droit de se constituer partie civile si on peut au moins voir le mandat. Et cela nous permettra aussi d'établir le bien fondé de leur constitution, votre honneur. Je dis. Merci. Je crois que la défense du prévenu Jamal a terminé. Oui, vous voulez... oui, vous êtes dans le timing. Vous pouvez continuer, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas pour continuer votre honneur, c'est pour dire à l'intention du tribunal que nous avons économisé notre temps pour les répliques. Merci beaucoup. Merci. Oui. Oui. Monsieur le Président, si nous revenons à la barre, c'est justement pour évoquer des évidences. Parce qu'un procès pénal voudrait que soient mises en valeur ces évidences qui permettent pour les prévenus d'éclairer votre tribunal quant à leur innocence, tandis que pour la partie civile, de vous éclairer quant à l'intérêt qu'il y a à leur accorder le bénéfice des dommages et intérêts. Allez-y. Quelles sont les évidences de ce dossier, Monsieur le Président? Les évidences sont que mon client, Samy Jamal, a obtenu son contrat avant l'avènement du régime actuel. Et que c'est un raccordement frauduleux pour l'organe de la loi de dire qu'il aurait corrompu pour obtenir ce marché. Alors que pour lui, en tant que commerçant, il n'a obtenu que des ajouts sur la commande. Au départ, le contrat était pour la construction de 900 maisons. Ensuite, déjà qu'il avait commencé le travail, certainement parce que ici, nous sommes partis de 900 maisons à 1500 maisons. Il va s'en suivre un autre engagement avec Ousmane, grâce auquel notre client a pu obtenir encore une commande de 3000 maisons. Donc, ça ne tient pas debout que de dire qu'il a eu à corrompre pour avoir ce marché. Monsieur le Président, nous avons été constants en vous disant que la somme de 57 millions de dollars a bel et bien été perçue par nous. Et elle a été destinée, bien entendu, à l'achat de matériel. L'on vous dit ici qu'une maison achetée à 5 000 ne pouvait pas être vendue à 39 000. On vous dit aussi à 35 000. Une maison achetée à un certain montant ne pouvait pas être vendue à 45 000. Mais il s'agit d'un marché qui s'effectue en Turquie. Le ministère public, qui est non loin de la cité du fleuve, ne s'est pas interrogé pourquoi un appartement coûte 210 000 dollars à la cité du fleuve, alors que les maisons venant d'ailleurs, il va s'agir même des maisons en duplex, donc des maisons en étage. Quel est le choix entre 210 000 dollars et 45 000? Ne trouvez pas là que c'est un argument qui ne pouvait même pas tenir debout. Monsieur le Président, mais le 45 000, ce n'est pas seulement le prix d'achat. Il faut aussi comprendre qu'il y a les ingénieurs à payer, qu'il y a de l'électricité à installer, qu'il y a des frais de transport à payer. Mais c'est le total qui a donné ce montant. N'est-ce pas le meilleur prix?
l'administration de la présidence ne pouvait qu'apprécier ce prix. Mais là n'est pas le problème. Le problème est que mon client est commerçant. En tant que tel, lorsqu'il obtient une commande, c'est déjà suffisant pour lui pour se retrouver dans la joie. C'est ici au procès qu'il va apprendre que pour obtenir un marché public, il y a telle autre procédure à suivre. Mais admettons qu'il ne les ait pas suivis. En quoi lui pêche? Il ne pêche nulle part. Il faut prêter la voix à un sans voix. Lorsque vous... Plutôt que de se... Il faut leur... Je pense que le moment aurait été bien choisi pour parler du droit devant ces juges qui font parler d'eux en termes de qualité de jugement. Ça aurait été un plaisir de rencontrer les grands avocats, parmi lesquels on compte les brillants de notre pays, auxquels la République a eu recours. Ça aurait été un plaisir de rencontrer le ministère public, quoique assisté par un magistrat qui n'est pas du ressort. Ça aurait été un plaisir parce que depuis le début, vous avez semé à nous la confiance. On a cheminé jusqu'à un moment. Il s'est trouvé une zone de turbulence qui commence à nous faire douter de l'issue impartiale du procès. David dit, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa progéniture mendiant un pain. S'agissant de moi comme avocat, j'ai l'occasion de dire, plus de 20 ans de profession, je n'ai jamais vu une composition qui impose aux prévenus de plaider au moment où les prévenus disent que nous ne sommes pas préparés. De mémoire de ma profession, je n'ai jamais vu ces juges-là acquitter le prévenu. Cela étant, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Les ordonnances du jugement et arrêt sont exécutées au nom du chef de l'État. J'ai entendu des moyens nouveaux, des pièces nouvelles qui ont été promis d'être déposées. Qu'est-ce que je dis, excusez-moi, nous avons entendu parce que nous sommes dans un collectif. Nous avons entendu de l'accusation, on ne sait pas la qualifier, publique, privée, que ici n'est pas la question de pièce contre pièce, et l'on passe aux aveux en disant ne nous demandez pas de prouver combien Kamere a reçu. Nous n'allons pas vous le prouver. Ça c'est noté
que la défense et l'accusation en général a dit devant vous qu'il n'y a pas de preuve de l'encaissement par caméra de quelque espèce. Et on nous a plongé dans la dissertation du mot rattrapage. Une bonne dissertation que je recommande aux étudiants. Et bien sûr parce que le risque de courir le risque d'être interrogé sur le mot rattrapage en termes de droit procédural congolais. Rattrapage, à un moment, il a été évoqué une notion étrangère au droit pénal, les infractions des intellectuels. Depuis lors, connaissant la sincérité, la qualité scientifique de l'auteur de la théorie, j'avais vite compris, nous avions vite compris que c'était un aveu de ce que une infraction des intellectuels, c'est une théorie qui reste à être notée ou mise en termes de droit positif. Vous ne jugez pas de légiféréna. L'excellent confrère, honoré confrère, professeur Kalouba, il a ceci de particulier, il est professeur-chercheur. Il a des idées qu'il avance, mais qui ne font pas encore partie du droit positif congolais. Curieusement, il vous demande de juger le prévenu sur ses conceptions philosophiques du droit. J'aurais été heureux, c'est pour la première fois, de rencontrer mon bâtonnier, Koko Kayudi, des années de profession. On n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer, mais j'aurais bien voulu que votre tribunal nous donnât le moyen d'affronter des armes égales. Si vous n'avez pas de pièces, nous vous les versez. Oui, nous n'avons pas de pièces, mais nous allons les verser. Pour toutes ces raisons, votre honneur, mettez-nous toujours en cette confiance, parce que un jugement dont la procédure n'emporte pas l'assentiment des parties opposées, ça devient un jugement terroriste. La valeur d'un jugement à travers le monde, c'est la confiance qu'ont les parties au procès. 1. Au juge. 2. En des règles applicables ou leur appliquer. Lorsque une partie vous dit « je suis épuisé », la psychologie judiciaire interdit non seulement aux OPJ, aux magistrats de parquet et à vous juges de ne pas interroger quelqu'un au moment où il est épuisé de ses forces. Et la Convention internationale contre les tortures aligne le fait d'interroger quelqu'un au-delà de ses forces parmi les actes de torture. Et ces tortures n'ont pas que la compétence nationale. Le juge de torture, il est à la fois national et supranational. Pour toutes ces raisons, il vous plaira, et vous ne perdez rien, de nous accorder une remise
qui va nous permettre de savoir pourquoi. Maître, je crois que, s'il vous plaît, je crois que le tribunal... Tu sentais plaider. S'il vous plaît. Le tribunal ne vous accordera pas de remise parce que la question ayant été abordée au seuil de ce procès, une réponse irrélative a été donnée dans le sens de vous inviter à plaider. Donc, vous avez la parole pour plaider. Je pense que le juge, c'est à ma conclusion que le juge va opiner. Non, mais parce que vous avez déjà parlé. Donc vous avez fait pour les autres. Je n'ai pas conclu. Vous avez la parole pour plaider. Monsieur le Président, s'il vous plaît, vous avez 2h, 14 ou 15 minutes. Allez-y. Monsieur le Président, dans cette phase de plaidoirie, tant que la partie n'a pas conclu, parce que vous ne savez pas par quoi je vais chuter. Allez-y, maître. J'ai commencé par demander une remise. À vous d'en juger. Mais je continue. Allez-y, maître. C'est vous qui avez la parole. Le tribunal, s'il n'a pas un intérêt particulier, ne doit pas nous indiquer ce que nous devons faire. Des pièces produites non débattues lors de l'instruction. Ne nous suggérez pas de vous demander de rejeter les pièces. Vous aurez une opinion. Un juge qui suggère à une partie au procès le comportement à tenir a déjà une opinion. Parce que lorsque l'on nous dit et le tribunal, par une insinuation, nous demande de savoir ce qu'on peut faire de pièces qui n'ont pas été débattues. Alors, nous disons, nous ne demandons pas le rejet. Nous voulons savoir pourquoi, sans réquisition d'informations, les pièces attestant la propriété de notre client et de sa famille ont été tirées et se trouvent entre les mains de la République en tant que partie au procès. Est-il possible, parce qu'on m'a demandé de retirer le mot ruse, comment, sans réquisition d'informations, les pièces attestant la propriété foncière de notre client et des membres de sa famille se sont retrouvées entre les mains de la République? Et vous voulez qu'on demande le rejet? Vous voulez? Maître, s'il vous plaît. Je plaide. C'est ma façon de plaider. Non, attendez, je vais revenir à vous pour vous rassurer d'une chose. Parce que vous savez, il y a l'opinion qui nous suit. Ah, elle suit, hein? Suivez. À travers le monde. Suivez, s'il vous plaît. Soyez calme, maître. Qu'est-ce qui se passe? Soyez très calme. La publicité du procès, c'est pour assurer... Nous avons des échos. La censure de l'opinion. C'est ça l'objet de la publicité d'un procès. Alors il y a l'opinion qui nous suit. Je voudrais que nous nous mettions d'accord sur un certain nombre de choses. Le tribunal avait... Vous allez récupérer ce temps, je vous rassure. Le tribunal a envoyé cette cause après avoir terminé l'instruction pour que celle-ci soit complétée par les plaidoiries. Donc l'audience de ce jour était pour la plaidoirie. Nous ne vous suggérons pas une solution à réserver à tel ou tel comportement, à réserver à telle ou telle pièce. Mais tout simplement, c'était notre façon de vous dire que nous avions terminé l'instruction, nous avons consacré cette audience aux plaidoiries, et en tant que professionnel, vous savez ce que vous devez faire au regard de tel ou tel comportement. Continuez, vous avez la parole. Monsieur le Président, ce que le collectif a entendu faire, c'est ce qu'il vous suggère. Il vous suggère. Nous donner un temps nécessaire d'exclure ces pièces-là, parce que le droit n'est pas seulement d'accuser. L'accusation d'aujourd'hui sera l'accusé de demain. Parce qu'en réalité, le résumé de cette affaire, vous pensez que c'est Caméré? Mais avant de continuer avec d'autres moyens, l'enjeu de ce procès, c'est pas Caméré. L'enjeu de ce procès, nous l'avons compris, nous de la défense.
c'est le programme des 100 jours du chef de l'État. Parce que l'histoire immédiate de notre pays retient qu'il y a eu le programme de 5 chantiers, on n'en a pas de preuves. On a eu le programme de révolution de la modernité, on n'en a pas eu de preuves. Curieusement, dans 3 mois, Félix Tshisekedi Tshilombo vient avec le programme d'urgence de 100 jours et on voit des actes sur terrain. Pour ne pas laisser ces programmes aller jusqu'au bout, emporter l'adhésion populaire, il faut arrêter. Arrêter les prestataires, arrêter la personne par laquelle le chef de l'État agissait. Nous ne sommes pas dupes. Maintenant qu'ils sont là, tout est par terre, rien. Et nous sommes avisés que sur le plan politique, ça c'est la dernière année de règne, l'année 2021, c'est la préparation des élections. 2002, c'est la préparation, la pré-campagne. Et 2022 plutôt, c'est la pré-campagne. 2023, c'est les élections. Alors, il ne faut pas que le programme du chef de l'État puisse impressionner la population. Il faut arrêter. Et ça, tous les analystes, c'est ça le gain du procès télévisé en direct. Et tout le monde comprend. Et c'est ici où sur le plan du procès en général, il est décommandé d'avoir au sein d'un État des magistrats politiciens. Parce qu'ils peuvent servir de mobile politique étranger à la justice, mais lorsqu'on ne fait pas bien l'analyse, on ne saura pas saisir la finalité d'un procès. Quand Mère sera condamné, sera inéligible, n'est-ce pas? C'est pas ça la finalité. En droit pénal, pour nous qui avons fait le droit pénal, la bonne méthode d'analyse des faits et de droit, c'est la méthode téléologique. Elle nous permet d'aller au-delà des personnes, au-delà des façades, pour toucher le but recherché tant par l'accusation que par tout le tireur de ficelle. Cela étant, vous pensez que nous sommes en mesure de rencontrer le ministère public qui a fait la lecture? Je l'attendais être à l'aise comme moi, mais il s'est camponné sur ce qu'il avait écrit. N'eût été l'intervention brillante de ces brillants avocats que je respecte beaucoup, je ne sais pas ce que serait même l'accusation. Combien de fois nous sommes humiliés au parquet? Et aujourd'hui, c'est les avocats. Donc, nous avons besoin d'un temps nécessaire pour vous produire un travail de qualité. Parce que nous contraindre, je vais dormir, j'aurai une seule conviction. J'ai défendu les grands procès de ce pays. J'en ai confiance. Un procès qui se tient sous cet état psychologique n'est pas un bon procès. N'est pas un bon procès. Et je donne ma main à couper que dans ce contexte, que votre tribunal puisse acquitter nos clients. Je doute fort. Alors, si vous trouvez que vous ne pouvez pas nous accorder, j'attends votre réponse, c'est alors que je vais ajouter d'autres moyens. Est-ce qu'il est plausible pour votre tribunal? Vous avez déjà répondu. Allez-y, vous avez répondu. Comment? Le tribunal vous a déjà répondu. Vous ne m'accordez pas la remise. Il est 16h. L'audience, 16h24, pour une audience que nous avons débutée à 9h selon vos indications.
Cela revient à dire que nous serons au-delà du temps de travail où je dois conserver ma force pour vous édifier. Que cela soit noté, parce que avant l'exécution des caméras, il y aura des voies de recours qui vont être exercées. Monsieur le Président, si vous ne nous accordez pas la remise, je reviens sur la prévention, une des préventions, appelée détournement des deniers publics, et raison pour laquelle vous saurez qu'il est important de nous accorder la remise. L'accusation n'est pas parvenue à cerner la notion de deniers publics. Les pénalistes font la différence entre les deniers publics et les deniers privés. Si l'on se perd de cette distinction, on tombe à côté. Et le pénaliste doit s'assurer de quand un denier est public, quand est-ce qu'un denier est privé. J'ai dans mes poches 100 $. Ça s'appelle denier privé. Ces deniers publics, ces deniers privés, à un moment, ça peut changer de nature juridique. Lorsque je me mets en marche, le verse entre les mains de Madame la greffière en disant c'est la consignation. Ok. Je suis le conseil du président des séances et de mon conseil. Donc, je suis vos conseils. Non, non, je ne vous donne pas un conseil, on vous explique. Parce que vous m'avez dit que on vous parle après. Non, non, c'est-à-dire, il y a ceci. La plaidoirie, c'est le moment où les avocats développent leurs arguments. Et justement, je leur ai donné 2 heures, je crois 14 minutes. Mais le prévenu, vous aurez la parole en dernier. Vous interviendrez en dernier. Merci, c'est compris. Je vous en prie, merci. Merci vraiment pour la défense, pour avoir fait l'économie donc du temps. La parole est au conseil du prévenu Mouima. Arrangez le micro s'il vous plaît. Apparemment, ok. Ok. Et aussi la plaidoirie de la partie civile. C'est le président, on s'est rendu compte que le prévenu Mouima n'est pas réellement pour nous. Il faut d'abord que nous le présentions avant que nous communiquions au fait. Monsieur Mouima, c'est des services publics attachés au secteur. Il est engagé à la présidence de la République depuis 1997. C'est-à-dire avec l'arrivée de l'AFDEL, il était déjà à la présidence. Et à ce moment-là, il s'occupait de la logistique en ce qui concerne les véhicules. En 2001, M. Mouima est chargé des services de l'import-export à la présidence de la République. C'est l'homme qui a vu le président se succéder, des directeurs de cabinet se succéder.
Aujourd'hui, il compte plus de 20 ans à la présidence de la République. Et il est chevronné dans le travail qu'il fait d'import-export. Il connaît ce qu'il faut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Parce qu'étant agent de carrière de l'État, il a un job description qu'il a toujours fait chaque jour. Il se fait qu'il y a eu le programme de 100 jours dans lequel M. Mouima n'est ni superviseur, ni coordonnateur. Il n'a aucune tâche dans ce programme. Il travaille comme simple agent de l'État. Il se voit être confié un ordre de mission parce qu'il doit aller dédouaner les marchandises de la présidence, j'insiste, qui se trouve à Dar es Salaam. M. Mouima demande à ce qu'on mette les pièces à sa disposition et les pièces sont mises à sa disposition. Il s'agit de BL, qu'on appelle autrement lettres de transport des maisons préfabriquées. C'est de cela qu'il s'agit. On a mis à la disposition de M. Mouima. Il fait un devis estimatif de 2 309 000 $ pour suivre les dédouanements et transporter les conteneurs qui se comptent à 167 de Dar es Salaam à Mweneditu. C'est-à-dire qu'il va utiliser d'abord la voie routière de Dar es Salaam à Lubumbashi et puis la voie ferroviaire de Lubumbashi à Mweneditu. Il fait une facture proforma à une des très grandes sociétés de transport dans ce pays. Il s'agit de la société MERS. Il demande à MERS Congo s'il peut transporter 167 conteneurs de Dar es Salaam à Lubumbashi. MERS lui fait la facture proforma. Il dit pour transporter un conteneur de 40 pieds de Dar es Salaam à Lubumbashi, ça te fait 7 700 $. Et quand on fait la sommation avec 167 conteneurs, on est déjà à 1 200 000 plus. Ce qui dépasse ce que l'État congolais lui a donné, 1 154 800. Juste le transport de marchandises de Dar es Salaam à Lubumbashi. Ça prend déjà plus que ce que l'État congolais lui a dit. Parce qu'on a beaucoup entendu sur le montant. M. Mouima, il est resté chez lui, il attend, parce que l'ordre de mission est déjà là. On a entendu ici un des témoins, le plus important pour M. Mouima, le comptable public. Il est venu, il a dit au tribunal qu'il a eu l'argent de la Banque centrale. Et il vous a dit la manière qu'il a reçu l'argent. Il dit, lui, comptable public, ne reçoit pas l'argent d'une autre manière qu'en espèces. Ça doit être acté. Même le gouverneur de la Banque centrale était là, il a dit au comptable public, on donne l'argent qu'en espèces. Parce que j'ai entendu dire certaines histoires qu'on a eu à compter plus d'1 million. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. On pouvait que les compter comme on les a comptés parce que les comptables publics ne donnent l'argent qu'en espèces. J'ai reçu l'argent, tu peux demander le transitaire, il y a combien de conteneurs à l'extérieur. Pour les, d'abord, excuse-moi, deuxième projet. Pour Osman, j'ai reçu 2 137 500 depuis 4 mois, on a 3 maisons, on m'a dit avec 10 conteneurs de carreaux. Personne ne va sortir. Dehors, personne ne va sortir. Vous voyez que monsieur le procureur, il va me féliciter avec monsieur le ministère public. Le ministère public, avec grand respect, il dit je suis terroriste. Je ne suis pas moi, Moussa Ben Laden. Il y a combien d'avions, moi, je volais. Excusez-moi, je ne suis pas Moussa Ben Laden. Ça, c'est même je suis prisonnier. Même je vais condamner 100 ans en prison. Condamnement, je vais continuer le travail pour monsieur le président. Ça, c'est une fabrication, montage contre moi. Je vais continuer tout le travail à mon responsabilité, le plus bref délai pour le président de la République, pour les peuples de Congolais, pour les frères ministres, pour les frères de police, pour les frères militaires. Quelqu'un, monsieur le président, avec grand respect, 4 mois,
Je suis âgé de 80 ans. Au lieu que M. le procureur me condamné 10 ans à cause de quoi? Avant d'abord de me condamner, il faut envoyer quelqu'un à la Kamtchatka, à l'intérieur, regarde le travail. Je suis prisonnier, je travaille, ils ont bloqué mon compte. Ça, c'est mon argent. Si je ne suis pas honnête, il ne veut pas donner encore le deuxième projet. Vous voyez? Et puis je suis innocent, innocent, innocent. Au lieu que tu vas me féliciter, monsieur le procureur, avec un grand respect, vous me condamnez, je vous remercie beaucoup, mais Dieu témoin, je suis innocent, je ne rentre pas dans les politiques, je ne suis pas politicien. Les premières régions, les premières gouverneurs, depuis Mobutu, je ne rentre pas dans les politiques. Depuis l'excellence Kabila, je ne rentre pas dans les politiques. Depuis qu'aujourd'hui l'excellence Tshisekedi est avec lui, je ne rentre pas dans les politiques. Tu me comprends? Moi je suis commerçant, je suis grand commerçant. Je vends, j'achète, aucun problème. Les marchandises, même je suis prisonnier, même tu me condamnes 20 ans, je vais continuer ça à cause du président de la République. Même je vais prêter l'argent pour continuer tout le travail. Ça c'est pour le peuple de Congolais. Le peuple congolais c'est mon sang. Mon enfant, ils sont nés ici en 1975 à l'unité 6e rue. Depuis 30 ans, je n'ai même pas descendu au Liban. J'ai perdu ma fille à cause de voie des Zaïre. Elle descendait choisir des marchandises. Il a fait accident et elle est mort. Regardez mon passeport si je descendais depuis 30 ans. Avec un grand respect. Avec un grand respect, Monsieur le Président, à cause du président de la République, je vais continuer le travail. Comme je vous dis, ça c'est mon tâche de fabrication. Et prenez un exemple pour l'excellence Vital Kamera. Tu me comprends? J'ai reçu des contrats pour à peu près 150 millions de dollars. Pas plus moyen. Tu me comprends? Mais comment? Moi j'ai fait une corruption. Quelqu'un lui donnait 150 millions de dollars de projets. Je vais donner un terrain, les serpents 3 mètres là-bas, pour lui, ça c'est honteux pour moi. Ça c'est honteux pour moi, vous-même vous le savez. Et Dieu témoin, je connais même pas ça. Je suis innocent. Il y a des gens contre les sectes projets pour le président. Il y a des gens ce soir qui sont libanais ou bien congolais, je ne sais pas qui, et le contre les sectes projets, c'est déjà nous. Je vous remercie beaucoup, je suis à votre disposition. Même je suis prisonnier, je vais continuer le travail de plus bref délai. Je vous remercie beaucoup. Merci. Madame, actez que, ayant la parole en dernier, le prévenu Jamal clamé son innocence et sollicité donc son acquittement. Prévenu Kamere, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous avez à dire au tribunal en dehors de ce que vos conseils ont dit? Votre honneur, je demande déjà votre indulgence pour ne pas minimiser parce que quand les avocats de la République ont parlé, le procureur général, ils ont dit au total 5h30 minutes pour me charger. Alors vous me demandez de aller dans 10 minutes. J'ai suivi, j'ai demandé votre indulgence. Suivez, le temps qu'il faut a été donné à vos conseils et ce temps est imparti de manière équitable. Les prévenus ayant droit donc à la parole en dernier, vous avez droit de parler, mais de manière équitable. C'est pourquoi vous avez en principe droit à 10 minutes, comme tout le monde. Votre honneur, je voudrais vous dire exactement ceci. Ici, nous sommes venus pour que la vérité, finalement, puisse aider à votre tribunal de rendre une bonne sentence. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, je vous demande maximum 17 minutes. Parce que c'est très important. Merci beaucoup, votre honneur. Je voudrais dire d'abord que je ne suis pas choqué du tout. Je ne suis pas non plus surpris. Parce que depuis le début de cette procédure, j'avais déjà senti la brutalité, l'acharnement avec lequel ma personne avait été traitée
je disais déjà à ma femme, la messe est dite. Mais en tant qu'homme d'État, j'accepte déjà ce qui va arriver. Pas plus tard que ce matin, quand il est venu, on a prié, je lui ai dit, vous allez entendre là-bas 20 ans, 30 ans, 40 ans, préparer les enfants moralement à cela. Parce que la vraie justice viendra de Dieu. Quand les juges ici, humains, s'écartent de la justice, la vraie, Dieu rétablit toujours l'innocent dans cette loi. Ici, j'ai entendu des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. C'est comme si vraiment on veut abattre toute la famille. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle la vindicte populaire. Ah, tana moibiwana, moibia ou kwata, moibina, kanga. Non, mais c'est pas possible. Comment vous pouvez affirmer des choses, messieurs du ministère public et les avocats de la République, des choses que vous ne maîtrisez pas sur ma famille? Vous parlez d'une maison et que vous qualifiez d'hôtel particulier. D'abord, Bonn, c'est à 45 minutes de Paris. Ce n'est pas les Champs-Élysées. Et pour vous faire plaisir, même si cela ne m'a pas été demandé, vous allez trouver, et il est secret. Donc il a dit que c'était pour des besoins de consommation, comme on va regarder à la télévision. Ah, quand même, d'abord je vous mets au défi, parce que j'ai amené tous les relevés ici, du compte commun que nous avons avec ma femme. C'est un compte qui sert uniquement pour le remboursement des crédits que Afriland Bank nous avait donné, et j'avais prévenu le président de la République avant de prendre ces crédits. Il dit, monsieur le président, ma femme a une maison à Orgeval, en France. Moi, je suis un mouchi, je ne peux pas dormir dans la maison de ma femme. Ce qui fait que quand je vais à Paris, ma femme est obligée de venir me suivre à l'hôtel, les enfants restent à la maison. Je voudrais prendre un crédit parce que ma femme a un immeuble sur l'avenue Ouganda, juste à la barrière du président Kabila, évalué à 4 500 000 $ américains. Elle a un autre immeuble sur l'avenue Giré de 6 étages et elle vient de vendre, d'ailleurs, on n'a pas encore tout payé, 1 700 000 lui ont été réservés. Dernièrement ici. Alors quand on entre dans des considérations de la vie privée déjà, il faut faire attention. Cet immeuble est enregistré sur les noms des enfants. Piana Daïda, Piana Soraya, Piana Junior et Kinwani Diams. C'est vérifiable. Je ne vois pas comment on va venir ici expliquer des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. Quand l'avocat a dit que j'ai financé la campagne de mon parti, mais j'ai vu les gens tickets, me poser la question au membre du parti. Combien de maisons j'ai vendues ici? J'ai vendu à Bukavu pour totaliser ce montant. C'est moi-même, quand le président me pose la question, en fait, on n'a pas eu la primature. Notre accord de Nairobi, c'était Félix Tshisekedi, président, Kamel, premier ministre. On n'a pas eu la primature. Toi, tu peux accepter de prêter le Kamel. Puisqu'on n'a pas un autre poste. Voilà comment j'ai été nommé directeur de cabinet. Et la discussion a eu lieu avec précision à l'hôtel Béatrice au deuxième niveau. Les témoins sont là pour le dire. Alors il ne faut pas venir ici salir l'honneur de quelqu'un. Partout où je suis passé. À l'Assemblée nationale, on gère de fonds secrets. Et j'avais transformé en montant à ce qu'on appelle invisible tous les députés de l'Assemblée. J'ai multiplié les salaires des agents de l'Assemblée nationale par 6 de l'administration et que les salaires des députés par 3. Et j'ai donné le véhicule à chaque député, j'ai donné le véhicule au secrétaire général de l'administration, j'ai donné le véhicule au directeur des différentes directions. Je viens d'arriver à la présidence, demander aux conseillers leur salaire est multiplié par 3. Kalula, quand il a vu l'avocat Kalula, général, il dit, ah mais comment binon bon me venir pour la binon? Il ne faut pas avoir cet esprit de niveler par les bas. Partout où je passerai, je ferai du social. Je le supplie à la présidente pour aller poser des questions. Parce que nous recevons 2 fois par mois 400 000 $ américains qu'on appelle caisse de secours. Cet argent sert à la fois pour enterrer, soigner et les agents du cabinet, membres de leur famille
et les gens d'administration, et même la GR, et même les carburants de la GR, puisque le ministère des Finances, très souvent ne paye pas ni le carburant de la GR, combien de fois les gens Kassomo, qui est de la police, et pourtant qui dépend du ministère de l'Intérieur, n'est-il pas venu pour dire qu'il faut vraiment que tu nous aides, vous nous avez confié une grande mission, mais nous n'avons rien. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc il ne faut pas venir ici, moi je ne suis pas ce genre de personne. Alors je rentre dans ce que a été dit ici. On a parlé du communiqué de M. Kamere. Non, c'est le communiqué du président de la République. Et c'est une pratique républicaine. Dans tous les pays du monde, quand le Premier ministre tombe, le gouvernement expédie les affaires courantes. Le gouvernement ne peut plus poser les actes comme s'il était légitime. Non, les affaires courantes. Et là, c'est bien mentionné ici. Les cas exceptionnels seront soumis à l'autorité préalable de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'exécutif. C'est en français. Et on ne parle pas seulement des dépenses, mais on parle aussi des recrutements et des mises en place. Puisque c'est à ce moment-là suspect qu'on profite pour engager les membres de la famille, pour dilapider les biens de l'État et le peu d'argent qui reste dans la caisse. Ce qui fait que souvent, quand les nouveaux ministres arrivent, ils ne trouvent ni ordinateur, ni un peu d'argent dans les comptes. Ici, mon intérimaire vient d'écrire au mois d'avril, pendant que je suis en prison, donc ce n'est pas Kamere qui vient de d'écrire, il écrit sur instruction du président de la République pour instruire Madame la ministre de la fonction publique de surseoir ou de rapporter son arrêté. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin, ici au milieu? Il dit l'instruction de la haute hiérarchie, toujours en vigueur, contenue dans les communiqués officiels de la présidence de la République du 25 janvier 2019 relative à l'interdiction de procéder au mouvement du personnel de l'administration publique. Ça, c'est quand même raison. C'est Bérande. C'est la fonction. Ce n'est même pas Bérande, c'est le président de la République. Alors, ne nous amenez pas ici à juger le président de la République. Beaucoup de respect pour cette fonction qui commence à prendre à la légère. Deuxième élément. On dit, M. Kamere, dans le cadre des différents marchés, avait déjà reçu des motivations, des contrats. Mais M. Kamere n'a négocié aucun contrat dans le cas de 57 millions qui sont mis en cause ici. M. Jamal est là. Le premier contrat, je ne cesserai de le répéter, c'est en avril 2018. Je ne suis pas là. Ça, c'est signé et paraphé par Sierre Bitakwira. Les prix sont déjà déterminés à ce moment-là. La maison type D, 35 000 $ américains. Duplex, 45 000 $ américains. Et c'est la facture qui est annexée au contrat fait partie intégrante du contrat. Et là-dedans, qu'est-ce qui est écrit? En bas, c'est bien écrit que les frais des deniers publics, ça signifie en d'autres termes, je suis en train de réfléchir, qu'avant que l'argent ne sorte de la banque, M. Jamal et moi, nous sommes allés dévaliser la banque, ou la banque nous a remis ensemble. Puisque les deniers publics vont entrer entre mes mains. Comment? Puisque l'article 145 est très clair. C'est un mandataire, c'est un commissaire aux comptes, c'est un mandataire dans l'économie, société d'économie mixte ou parastatale. Tout cela est bien défini et c'est de strictes interprétations. Moi, je ne suis pas juriste, mais à faute de diriger l'Assemblée nationale et faire beaucoup de cabinets ministériels, j'ai appris un peu de droit pour savoir me défendre aussi en cas de problème. Alors, quand M. Bitakwira, puisque la question était posée de savoir comment on est passé de 26 millions à 57 millions, mais la lettre de Bitakwira est là et il explique l'impact. Mais tout ça vous refusez. Quand on rentre dans ce qu'on peut appeler coréité, c'est-à-dire
je me suis entendu avec M. Jeannot pour qu'il me reste de l'argent. Je voudrais vous dire ceci. Allez au ministère des Finances ou appelez n'importe quel ministre à ce moment, ou vous-même vous le savez, puisque vous êtes concerné. Combien d'ordres d'émission des magistrats, des ministres, des conseillers sont restés impayés au ministère des Finances? Ou bien le procureur général fait ça exprès, je ne comprends pas. Ou vous avez un régime spécial là-bas, au niveau du pouvoir judiciaire, le ministre des Finances s'appelle de vous. Vous avez félicité le ministre des Finances qui a refusé de payer Samibo. Ça signifie que le même ministre des Finances a la possibilité de payer. Alors, nous voulons dire ceci. On a suivi beaucoup de choses et tout cela nous inquiète. Parce que les témoins sont passés ici. Aucun des témoins, même ceux qui me détestent, ont dit non, Kamere a pris l'argent. Tous ils disaient que Kamere était superviseur. Mais comme moi j'ai protégé la fonction présidentielle, tout son prestige, c'est l'avocat qui vient de lire. Là où le président lui-même dit les travaux, le programme dont je suis superviseur. Et nous on les faisait au nom du président de la République, mais avec chaque ministre sectoriel. Mais aujourd'hui, c'est l'affaire de Kamere. Kamere est ici et se pose toujours la question de savoir il est ici, comment et pourquoi. J'étais convaincu qu'aujourd'hui, on va me présenter finalement les pièces. Monsieur Kamere, s'il est 57 millions de dollars américains, voici preuve à l'appui ce que vous avez reçu. Monsieur Kamere, s'il est 1,174 ou je ne sais pas combien de monsieur Jeannot, voici votre part. On ne doit pas s'y poser. On doit présenter. Monsieur Kamere, s'il est 2 millions 100 et quelques de Ousmane, voici votre part. Mais ici, on a dit que Ousmane a été créé précipitamment. J'ai la lettre ici, parce que le temps de défendre, la lettre du directeur du marché public, là, il répond. Il dit qu'on est bien Ousmane avec une expérience de 1986. Non, on confond. Quand on fait la mutation pour entrer dans l'Oanda, on considère que c'est ça la date de la création de l'entreprise. Je ne suis pas là pour faire l'avocat du Djamou. Mais je voudrais ici quand même, avant de clôturer, montrer une seule lettre. C'est la lettre de Carmode qui écrit puisque quand le procureur a posé la question, comment vous avez fait confiance à Ousmane, mais c'est Carmode qui écrit d'abord, et ce monsieur avait déjà commencé, dès que le président vient parler au Kanchachi, il a commencé déjà à préfinancer les maisons. Et aujourd'hui, 93 maisons contenues dans 31 conteneurs, et les belles sont là, sont au port de Matadi. Et dans la lettre, ils disent que 907 autres maisons se trouvent à Istanbul. Et donc, nous avons payé 2 115 000 dollars américains, le ministre des Finances YAV, et ça représente 3,7% de la facture. Il ne faut pas qu'on donne l'impression ici qu'on a tout donné. Mais la prestation représente déjà 30%. C'est ce qui avait été convenu. Ici, je voudrais dire aussi que nous sommes entrés, pas de faire le droit ici. Ce que j'ai entendu, on est en train de faire de la politique. Mais laissez-moi vous dire que le programme de 100 jours, c'est 132 000 enseignants nouvelles, non payés, qui sont payés par Félix Tshisekedi. 300 000 nouvelles unités en train d'être mécanisées. 5 000 médecins, allez voir au ministère du Budget, progressivement en train d'être payés. Le salaire des enseignants est passé de 50 dollars à 250 dollars américains pour permettre aux parents de ne pas payer. Et ceci, vous vous souviendrez quand nous étions partis au sacre, revenant de Rome, le cardinal Ambongo avait dit, monsieur le président, c'est une bonne chose de parler de la gratuité, mais il ne faut pas que la réforme vienne tuer finalement le système éducatif. Et il a fait ces deux remarques, le président a demandé de noter, c'est comme ça que nous avons engagé des discussions avec les coordonnateurs des écoles conventionnelles catholiques.
pratique des 100 jours, je vis les 100 jours du président Trump, ce n'est pas terminé, et il a expliqué pourquoi. J'ai vu les 100 jours du président Macron, les 100 jours du président Giscard d'Estaing, les 100 jours de Mitterrand, les 100 jours, c'est une pratique désormais connue du président du Ghana et du Sénégal. Allez sur Internet, vous allez voir ça. Et qui conçoit ça et sous la direction de qui? Mais le président n'est pas n'importe qui pour venir s'asseoir avec les gens. C'est son directeur de cabinet. Et il est fait, pour terminer votre honneur, pour terminer, il est fait, c'est pourquoi je disais que c'est politique, il est fait sur base justement de l'article 6 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du cabinet du chef de l'État qui dit clairement dans ces alinéas que le directeur de cabinet est chargé des liaisons et de correspondre avec toutes les institutions au nom de la présidence de la République. Donc ici, l'inconstitutionnalité qui a été soulevée par mes avocats, parce que nous n'avons pas bénéficié de tout notre temps pour nous défendre, nous pensions que vous allez accéder à notre demande, et pour un procès aussi sérieux, nous pensions que ça pouvait prendre 2 ou 3 jours. Moi je me disais, d'outre-mer, ça peut prendre même 2 mois. Et donc, je peux même accepter de rester 2 mois ici en prison, mais plutôt que d'expédier les affaires avec peut-être déjà une sentence qui est déjà prononcée d'avance. Alors nous aurons perdu du temps inutilement. Mukele innocent. Ce que vous dites là, oui. Vous mesurez l'importance de ce que vous dites. Mais je l'ai dit au conditionnel. Mais puisqu'il nous traite aussi de temps en temps de... Conclure alors. Oui, je suis en train de conclure. En conclusion, qu'est-ce que vous demandez au tribunal? Je demande au tribunal de constater mon innocence de tout ce qui a été dit ici. Ni les avocats de la République, ni le ministère public, puisque là encore je n'ai pas compris, ni les intervenants de tout à l'heure, personne n'a pu démontrer la culpabilité de M. Vital Kamerhe. C'est quand même dommage, merci, tout en vous remerciant, en disant que Awa, les André Kambo, il y a Mboka. Merci. Panou, Malou Aditonga. Awa, Yoke, Mambo, ya inchi na betu. Hapa ni mambo ya inchi na watu wafungule vichwa. Ce n'est pas moi qui suis attaqué, c'est le président de la République qui trouve le pouvoir. Je vous remercie votre honneur. Madame la greffière, acte que, ayant la parole en dernier, le prévenu Kamerhe a clamé son innocence et donc sollicité son acquittement. Prévenu Mouima, vous avez droit à 10 minutes. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le Président. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. J'ai reçu l'ordre de mission. J'ai reçu l'argent auprès du comptable public. Je suis allé faire le travail comme je l'ai toujours fait, avec loyauté. J'ai fait mon rapport à mon directeur du cabinet et il n'y a pas eu de reproche. Donc je déclare mon innocence. C'est tout. Madame, acte que le prévenu Mouima, ayant la parole en dernier, a clamé son innocence, donc sollicité par la même occasion son acquittement. Ceci étant, la religion du tribunal étant éclairée, les débats sont donc déclarés clos et la cause mise en délibéré pour recevoir jugement le 20 juin 2020. Les conseils des parties sont donc invités à déposer leur note d'audience au plus tard samedi à 16 h. Plus rien ne restant au rôle, l'audience est levée.